Après 3 exposés d'industriels, je voudrais, puisqu'on est tous des forestiers, vous soumettre des réflexions sur ce qu'est la gestion d'un patrimoine forestier et la vision du propriétaire sur le bois énergie. Quel est l'impact du bois énergie sur notre gestion forestière? Un très court rappel pour vous donner une idée de du fruit de ma réflexion sur le bois énergie. Je divise l'humanité en 3 parties. La première, depuis l'origine de l'humanité jusque dans les années 1850, où l'on a consommé du bois énergie pour se chauffer, pour l'industrie, pour des tas d'usages. Il n'y avait pas d'autre énergie. À partir des années 1850, le bois énergie a décliné parce que d'autres énergies sont venues le remplacer. Le pétrole, le gaz, l'électricité, puis le nucléaire. Et donc, on a progressivement arrêté ou du moins très diminué notre consommation de bois énergie. Ça restait très marginal sur des... bien sûr, dans le tiers-monde, on continuait à consommer du bois, mais en Occident, la consommation de bois a extrêmement chuté. Et alors que le bois devenait... le foncier bois devenait extrêmement important, le foncier bois a perdu de son intérêt. Et alors que initialement, chaque famille survivait en hiver grâce au bois énergie, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas de quoi acheter du bois en hiver, et s'il faisait moins 30, et si vous n'aviez pas de bois, eh ben votre famille mourrait. C'était tout simple. Et donc, chaque famille avait, dans les campagnes, puisque la France était rurale à 90%, chaque famille avait son petit lopin de bois, et c'était absolument vital pour la survie de la famille. À partir du moment où il y a eu un désintérêt du bois énergie, ben, le bois restait tel que, alors que la propriété foncière agricole a été remembrée dans les années 50, le bois est resté très morcelé. Si vous regardez cette diapositive, vous voyez très bien que la partie haute correspond à des parcelles boisées, avec le morcellement très particulier en fonction des successions et des héritages. Si vous aviez 6 enfants, ben vous coupiez votre parcelle en 6. Et vous avez donc, dans la partie basse, le terrain agricole qui a été complètement remembré et le terrain du haut forestier qui est resté complètement morcelé. Vous avez donc un propriétaire agricole qui possède l'ensemble des terres agricoles en bas et 800 propriétaires forestiers qui possèdent la même surface forestière en haut. Et quand vous regardez un petit peu en détail ce qui se passe, voilà ce que, quand vous descendez sur Terre, ça c'est une vue aérienne, quand vous descendez sur Terre, vous voyez qu'après la tempête de 99, j'ai pris cette photo il y a une semaine, tout est resté en place. Et il y a quelques dizaines de milliers de tonnes de bois énergie qui sont encore sur place parce que c'est tellement morcelé que personne ne connaît ses limites et donc personne n'exploite ces bois. À partir des années 2000, on s'est reposé la question du bois énergie, mais avec de nouveaux enjeux. Alors, bien entendu, il y avait le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a été un problème majeur. Donc, on s'est dit, est-ce que le fait d'avoir, durant 100 ans, brûlé des énergies fossiles que la Terre avait mis 450 millions d'années à fabriquer. Il faut savoir que le cycle du pétrole, c'est 450 millions d'années. Donc, la Terre a produit en 450 millions d'années du pétrole et on en a brûlé la moitié en un siècle. Donc, on a commencé à réfléchir sur les conséquences de ce dégagement de gaz à effet de serre produit par la combustion des énergies fossiles que la Terre avait accumulé en 450 millions d'années. On a réfléchi aussi sur l'impact économique, bien entendu l'indépendance énergétique du pays, la création d'emplois locaux, et puis aussi l'impact écologique de la consommation de bois avec notamment les préservations des ressources de la planète. On s'est dit, plutôt que d'utiliser des énergies fossiles, du pétrole pour la simple combustion, pourquoi ne pas utiliser du bois ? Et on s'est rendu compte que la forêt française avait un énorme atout avec un paradoxe incroyable. On a le premier massif feuillu d'Europe, ça je pense que vous le savez tous. On a le plus grand stock de bois feuillu sur pied, je pense que vous avez le tous, la plus grande forêt artificielle du monde. Donc on s'est dit, voilà un atout majeur pour tout notre développement forestier. Et le paradoxe incroyable, quand je dis ça à des gens, malgré ces atouts
manifeste, la France a le premier déficit de la filière bois en Europe, et après l'énergie, le bois est notre premier poste déficitaire. Donc vous savez tous tout ça, mais je pense qu'il faut le rappeler, nos élus sont peut-être encore là, mais il faut qu'ils l'entendent une fois pour se rendre compte de ce que nous on sait, les forestiers, ce paradoxe incroyable de la situation de la forêt française. Je dis toujours, c'est comme si on me disait que le premier déficit de la filière commerciale du Koweït, c'est le pétrole. Et bien en France, on en est là. On a le premier stock feuillu sur pied d'Europe et on a le premier déficit de la filière bois en Europe. En Île-de-France, on a tout ça, mais concentré avec toutes les difficultés que je vais vous montrer. L'exploitation de la forêt en Île-de-France est extrêmement compliquée. D'une part, du prix du foncier. On a parlé tout à l'heure du prix du foncier. Le prix du foncier en Île-de-France est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. On a un déficit de débouchés parce qu'il n'y a pas de scierie, il n'y a pas d'exploitation en aval, donc on a effectivement un manque de débouchés, on a peu de main-d'œuvre qualifiée et on a des propriétés très morcelées. Donc l'Île-de-France concentre toutes les difficultés de la France sur son territoire. Alors quel serait le modèle de sylviculture idéal pour l'Île-de-France compte tenu de toutes les difficultés qu'on a vues? Eh bien, je donne l'exemple de la place Vendôme. Place Vendôme, on n'a pas fait des hauts fourneaux, on a fait de la joaillerie, parce que le foncier est très cher et que pour rentabiliser l'emplacement, il faut faire un commerce de très haute qualité. Et bien pour l'Île-de-France, c'est exactement la même chose. On doit faire une sylviculture de très haute qualité. On doit faire de la joaillerie forestière. Si vous faites de la sylviculture en Île-de-France pour produire du bois de très basse qualité, vous aurez acheté du foncier très cher, vous aurez toutes les difficultés à l'exploiter, vous aurez des difficultés à le transporter, donc vous n'aurez aucune rentabilité. Donc il faut, en Île-de-France, effectuer une sylviculture d'excellence. Qui dit sylviculture d'excellence dit, bien entendu, un coût élevé. Alors, on a vu que la propriété était très morcelée en Île-de-France. Les propriétés, disons, de 10 à 50 hectares qui sont... Alors, les gens qui ont plus de 500 hectares n'ont pas ce souci-là. Mais la propriété moyenne entre 10 et 50 hectares, quand on a une propriété de cette taille-là, on fait 1 à 2 coupes de bois d'œuvre dans sa vie. Donc le rendement, la rentabilité est très, très échelonnée, et voire pas du tout. C'est-à-dire que quand on hérite d'une forêt à 60 ans, il est possible que jusqu'à la fin de ses jours, on ne fasse aucune coupe de bois d'œuvre. Et donc cette sylviculture de très haute qualité qui nécessite un coût, eh ben, elle est assurée par quoi? Un petit peu par la chasse et par le bois énergie. Et nous y voilà, donc le bois énergie, encore plus en Île-de-France, tient une place très particulière et devrait être une préoccupation centrale dans la réflexion des propriétaires forestiers. Alors, le bois énergie, qu'est-ce que ça rapporte? Alors, vous allez tous me dire que vous avez des chiffres un petit peu différents en fonction des conditions locales. Le bois sur pied, environ 10-15 euros par stère. Le bois bord de route, 30-40. Le bois livré en stère, 50-60. Et le bois broyé à la tonne, entre 3 et 10 euros la tonne. Voilà donc ce que pourrait rapporter le bois énergie selon votre mode d'exploitation. Qu'est-ce que produit un hectare de bois? Eh bien, l'accroissement du bois, c'est à peu près 5 à 6 mètres cubes par an, ce qui fait 5 stères de bois, à peu près 2,5 tonnes. Donc, quand vous récoltez l'intégralité de votre bois énergie sur un hectare, vous récoltez 5 stères de bois. Selon votre mode d'exploitation, le revenu que vous en tirez varie entre 8,75 € si votre bois énergie est vendu 3,50 € la tonne, à 250 € si vous vendez vos 5 stères à 50 € livrés chez le particulier. Évidemment, c'est pas le même travail du tout. L'un, c'est un travail de producteur qui va jusqu'au bout de la transformation. L'autre, c'est simplement un marchand de bois énergie. Quel est le coût d'exploitation maintenant? Le coût d'exploitation moyen pour un ouvrier sylvicole, on l'évalue environ à 150 € par jour. C'est-à-dire un ouvrier sylvicole qui vous fait une sylviculture de très haute qualité chez vous, vous coûtera 150 € par jour. Il faut savoir que dans le coût du bois, 30% c'est le transport et 50% c'est le transport et la manipulation. Alors quels sont les enjeux
et les atouts maintenant en fonction de cette nécessité d'avoir une sylviculture d'excellence, le coût d'exploitation, est-ce que ça peut éventuellement vous rapporter, qui est très variable suivant que vous vendez le bois sur pied ou le bois livré à domicile en bûche à 50 cm aux particuliers qui se chauffent au bois bûche. Les enjeux. Vous connaissez le Grenelle de l'environnement qui a prévu qu'en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, 24% de l'énergie devrait être renouvelable. Or, l'énergie renouvelable est à 54% actuellement fournie par le bois. On a vu tout à l'heure deux concurrents qui sont en train d'émerger, le photovoltaïque dont les coûts s'effondrent et dont la rentabilité et le rendement augmentent. Et l'éolien qui pose des problèmes environnementaux, mais dont le coût également baisse. Donc vous avez d'un côté deux concurrents en énergie renouvelable dont les coûts de revient s'effondrent et le bois énergie dont le coût d'exploitation est à peu près le même. Je ne pense pas que le coût salarial d'un bûcheron a été diminué par 5 en 10 ans. Quels sont les atouts qu'on pourrait rajouter pour améliorer, si vous voulez, ce côté attractif du bois énergie? Bien entendu, on a parlé de la balance de CO2. Toutes les énergies que l'on a citées ne captent pas le carbone. Seul le bois capte le carbone. Donc on peut axer notre argumentaire sur la captation du carbone. L'autre argumentaire, c'est l'indépendance énergétique de la France, avec l'argument de se dire que le bois énergie est la seule énergie 100% made in France, puisqu'elle est produite en France, consommée en France et qu'elle pousse en France. Et surtout, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bois énergie peut être pour les petites propriétés le starter de la sylviculture. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un intérêt initial, immédiat à faire une sylviculture, ben vous laisserez vos bois intacts sans développer de sylviculture de qualité qui coûte. Sauf à accepter le fait que pendant 20 à 30 ans, vous dépensiez de l'argent pour votre sylviculture et pour votre bois, et peut-être qu'à la fin de votre vie, vous aurez une rentabilité, voire vos enfants. Mais s'il n'y a pas de revenus réguliers pour payer chaque année la sylviculture, il faut être très motivé pour investir toute une vie dans quelque chose qui va rapporter au bout de 20 ou 30 ans. Alors voilà le cercle négatif, enfin qui pourrait être négatif, avec un prix de l'énergie très bas. Ben, aucun propriétaire forestier ne sera vraiment très intéressé par exploiter le bois énergie. S'il exploite le bois énergie, eh bien, il n'investira pas non plus en matériel, non plus en être humain. C'est-à-dire qu'il n'embauchera pas de sylviculteurs et il n'achètera pas l'outil de transformation ou l'outil d'exploitation. Donc, il n'y aura pas non plus de bois d'œuvre qui va être fourni dans un deuxième temps. Il n'y aura pas de développement de filière. Il n'y aura aucune filière qui va se créer. Et donc, le prix de l'énergie restera bas. On peut tout à fait inverser ce cycle en imaginant, alors les moyens on les verra, mais en imaginant un coût du bois énergie relativement élevé, donc simplement élevé pour qu'il puisse équilibrer ses comptes d'exploitation, qui créerait un intérêt du propriétaire, qui créerait l'envie d'investir en matériel et en embauche, et on reconstituerait donc toute une filière de production de bois d'œuvre grâce à ce coût initial du bois énergie qui serait un peu le trigger de l'exploitation. En conclusion, je vais vous faire 4 conclusions. Une conclusion pour le propriétaire forestier. Je vais vous demander d'intégrer dans votre réflexion et dans votre calcul de gestion de vos propriétés le revenu tiré du bois énergie. Le bois énergie ne sera plus un déchet éventuellement valorisable, ça doit faire partie de votre calcul de rentabilité de vos parcelles. Essayez d'avoir une réflexion entrepreneuriale, pas seulement une réflexion patrimoniale. Raisonnez devant votre forêt comme un entrepreneur qui voit tous les revenus possibles de son exploitation. Et surtout, défendez auprès des industriels,
des élus la valeur de votre production de bois énergie. Le bois énergie que vous produisez n'est pas une matière première que vous devez brader. C'est une matière première qui a un réel intérêt, un impact économique et qui a une réelle valeur. La deuxième conclusion pour les pouvoirs publics et les élus, je ne sais pas s'il y en a encore à cette heure-là, il faut absolument nous donner les outils pour restructurer notre foncier forestier. Il faut sortir de cette ineptie, une ineptie économique et écologique de micro-parcellaires, avec parfois des biens vacants et sans maître, alors qu'il existe des outils ou des techniques qu'il faut mettre en œuvre. Il faut donc que vous arriviez à convaincre tous vos élus de mettre en œuvre des solutions pour restructurer le foncier. Il faut bien entendu aussi les convaincre de créer des unités de formation pour du personnel. On ne pourra pas avoir une sylviculture de très haute qualité si on n'a pas de personnel formé. Or, en Île-de-France, il n'y a quasiment aucun centre de formation. Il faut aussi convaincre les pouvoirs publics que le prix du bois énergie, c'est ce qui va motiver un petit propriétaire forestier à s'intéresser à sa forêt. Donc il faut que ce starter de la sylviculture qu'est le bois énergie soit valorisé. Notamment, par exemple, on a parlé tout à l'heure des taxes carbone. Est-ce que les taxes carbone ou est-ce que la fiscalité carbone ne devrait pas aller en partie aux forestiers? Est-ce que ça doit rester un impôt parmi d'autres ou est-ce que ça doit être une aide financière pour le forestier? La conclusion pour les opérateurs du bois énergie. Ne suivez pas la trace des transformateurs de lait. Les transformateurs de produits laitiers ont une mainmise sur les produits laitiers et donc sur le coût du lait. Et contrairement aux exploitants agricoles qui ont besoin de traire leurs vaches tous les jours, quitte à vendre le lait à perte, si le bois énergie se vend à perte, les propriétaires forestiers ne vivent pas de leur forêt. Donc ce qui va se passer, s'ils vendent à perte, ils arrêteront de récolter tout simplement. Et donc, la situation des propriétaires forestiers est extrêmement différente des propriétaires agricoles qui, eux, en vivent. Donc il faut absolument qu'il y ait un prix de la matière première bois énergie qui soit suffisamment attractif pour les propriétaires forestiers. Et ce que j'aimerais, c'est que les acteurs du bois énergie et les propriétaires forestiers arrivent à convaincre les pouvoirs publics de fixer un prix minimal du bois énergie, un prix minimal qui soit effectivement compatible à vos coûts d'exploitation, ça c'est évident, mais qui soit aussi compatible avec une rentabilité pour le propriétaire qui l'incite à s'occuper de sa forêt. Enfin, une conclusion pour tous, adhérez au syndicat des propriétaires forestiers d'Île-de-France. Je pense que c'est la meilleure des choses que vous avez à faire si vous n'y êtes pas encore. Et si vous connaissez les propriétaires forestiers qui ne sont pas adhérents, votre mission d'ici la fin de l'année, si vous l'acceptez, c'est de les convaincre d'adhérer à notre syndicat pour défendre les quelques valeurs qu'on vient d'évoquer. Je vous remercie.